Elle a un parcours atypique, rempli de formations. Cette Annabelle Boyer, elle est aussi synergologue. Elle a été formée par Philippe Turchet et Christine Gagnon dans la lecture du non-verbal. Et je la retrouve aujourd'hui pour un sujet fort intéressant. Bonjour Annabelle. Bonjour Sylvain. Ça va bien? Très bien toi-même. Ça va très, très bien et moi, je suis toujours intéressé d'en savoir plus sur le fonctionnement de l'être humain parce que c'est compliqué des fois. Et avec cette chronique, eh bien, on en apprend, on décortique le cerveau humain et ses secrets. Mais aujourd'hui, on va plonger dans les secrets du langage corporel. Est-ce que tu lis dans nos têtes, Annabelle? Je dirais que je lis dans votre corps. C'est très, très, très instructif. Oui, sûrement. On peut lire chez les autres, mais on peut aussi s'auto-analyser. Oui. En fait, habituellement, quand on fait une formation sur l'analyse du langage corporel, que ce soit la synergologie ou que ce soit d'autres méthodes de lecture du langage corporel, la première chose que l'on commence à analyser inévitablement, c'est nous. Ah Parce que oui. pendant qu'on fait la formation puis qu'on se fait dire, bon, mais telle démangeaison a telle signification dans tel contexte ou tel mouvement de main ou tel mouvement de bras ou la position assise sur la chaise, inévitablement, à un moment donné, on se met à parler puis là, on se rend compte qu'on se gratte un sourcil puis là, on fait, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça déjà? Et pourquoi je suis en train de faire ça? À quoi j'étais en train de penser? Et inévitablement, on se met à s'auto-analyser. Ce qui fait qu'au début, on a de la difficulté à écouter l'autre personne parce qu'on est continuellement dans notre tête à s'analyser. Évidemment, on va remarquer les gestes, les démangeaisons, les mouvements de notre interlocuteur. Mais ce qui va beaucoup nous déstabiliser au début, ce sont nos propres non-dits parce qu'on va prendre conscience qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas osé verbaliser, mais que le corps, lui, a dévoilé. Et c'est pour ça qu'au début, les étudiants ont l'impression que le corps les a trahis. En fait, c'est Ah pas que le oui. corps les a trahis. Le corps a simplement été honnête. C'est l'individu comme tel qui n'a pas été capable de verbaliser adéquatement sa pensée. Parce que nous, on se fait toujours des histoires, hein. On dirait qu'on on veut pas s'avouer certaines choses, puis le corps humain parle avant nous Oui. et souvent à notre place pour les choses qu'on veut pas voir en pleine face. Oui, puis tu vois, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où on a assis des gens sur une chaise et on leur a demandé, quand ils allaient se sentir prêts, de peser sur le bouton en avant d'eux. Et on a vérifié par imagerie médicale fonctionnelle, mais aussi simplement en vérifiant l'activité neuronale, à quel moment le cerveau prenait la décision de peser sur le bouton. Et on s'est rendu compte que l'inconscient prend la décision de peser sur le bouton 4 à 10 secondes avant que la pensée devienne consciente et que la personne déplace sa main. Et 10 secondes, là, c'est très long. Pendant 10 secondes, ça veut dire que le corps, il donne plein d'indices, mais à notre insu, parce que la pensée, elle est encore dans l'inconscient. Fait qu'on ne sait même pas qu'on a l'intention de peser sur le bouton. Il y a une autre recherche qui avait été faite aux États-Unis sur les signes d'excitation sexuelle. On avait mis un paquet d'électrodes un peu partout sur le corps et on avait présenté aux gens des images érogènes. Tu sais, et on a vérifié combien de temps avant les gens allaient avoir des signes d'excitation. Et quand ils pensaient qu'ils avaient des signes d'excitation, les gens devaient à ce moment-là peser sur un bouton. Et ce qui était fabuleux, c'est que le corps donnait des signes visibles, évidents d'excitation 5 minutes avant que les gens soient conscients qu'ils étaient excités. Ça veut dire que dans une rencontre, dans un speed dating, dans un bar, dans une activité de réseautage, on dévoile une excitation sexuelle 5 minutes avant même d'être conscient que l'on a une excitation. Donc, le corps, il nous donne énormément d'informations à notre insu. On sait aussi qu'il y a une autre recherche qui a été faite en psychologie sur des agresseurs sexuels et des tueurs en série pour essayer de comprendre comment ils faisaient pour choisir leurs victimes. Et on s'est rendu compte que ces deux catégories-là de criminels, dans leur inconscient, parce qu'évidemment, ça a pris beaucoup d'entrevues pour réussir à déceler ce qui se passait, et dans leur inconscient, il y a deux éléments qui leur permettaient de choisir la victime. La démarche, ça c'était le premier élément, la façon de marcher vers eux, ça c'était un élément extrêmement important, et l'autre élément, c'était la poignée de main.
Parce que ces éléments-là leur permettaient de déceler très, très, très rapidement si la personne allait se débattre, elle allait se défendre, se protéger ou pas. Puis évidemment, dans les deux cas, que ce soit un agresseur sexuel ou un tueur en série, surtout dans leur première tentative, ils vont essayer de prendre quelqu'un sur qui ils pensent avoir le dessus. Alors évidemment, quand ils tombaient sur quelqu'un qui avait, par exemple, une poignée de main un peu plus molle, une démarche un peu plus dandinante, ils choisissaient davantage ces victimes-là que quelqu'un qui avait une démarche assurée du talon et une poignée de main ferme. Donc, la façon dont le corps donnait des indices, pour eux, ça leur permettait de savoir si c'était une bonne victime, une bonne proie ou pas. Ce qui fait que notre corps donne énormément d'informations. Wow, c'est vraiment fascinant ça. Mais à quoi ça sert exactement d'être au courant de tous ces signes-là? Est-ce que c'est pour mieux se connaître parce qu'on se connaît pas dans le fond? On se connaît peu et souvent, on n'ose pas s'avouer certaines peurs, certains blocages, alors que notre corps, c'est une mine d'or d'informations. Par exemple, quand vous êtes en discussion avec quelqu'un, par exemple avec un ami ou une amie, et là, vous avez plein de signes non-verbaux, de malaise, de stress. Si vous prenez le temps de regarder les éléments que votre corps est en train de vous donner, vous allez comprendre qu'il est peut-être temps d'avoir une vraie discussion avec cette personne-là ou de sortir cette personne-là de vos relations d'amitié. Parce qu'il y a plein d'éléments, il y a plein de gens qu'on continue de garder dans notre entourage et ce ne sont pas de bonnes personnes pour nous. Et notre corps, il nous le dit, parce qu'il va se refermer, il va se contracter et il va y avoir plus de démangeaisons parce qu'il n'est pas confortable dans la conversation ou pas confortable dans la relation. Et souvent, on n'ose pas faire le ménage dans notre entourage pour pas blesser les gens, mais on se rappelle que nous sommes la somme des 5 individus que l'on côtoie le plus. Alors, inévitablement, si on côtoie toujours des gens qui sont dans de la victimite, qui se plaignent beaucoup, qui ont de la difficulté à y arriver, qui abandonnent tous leurs objectifs, ils vont déteindre sur nous. Alors que si on écoute notre corps, si on prend le temps de vraiment regarder les signes que l'on a, on peut savoir à ce moment-là avec qui notre inconscient est à l'aise et avec qui il ne l'est pas. L'inconscient va aussi nous aider, inévitablement, à avoir une communication qui est beaucoup plus authentique et qui est plus persuasive. Parce que si, par exemple, j'ai une conversation avec mon conjoint et que je ne sais pas comment il va recevoir ce que je vais lui amener, si j'observe son langage corporel, je vais voir tout de suite si ça passe bien ou si ça passe moins bien. Et si j'observe mon propre langage corporel, je vais voir moi-même si j'ai un langage d'ouverture ou si j'ai un langage de stress. Parce que si mon corps a des signes de stress, de malaise, de fermeture, je vais donc induire dans le cerveau de mon interlocuteur d'être mal à l'aise, de se refermer ou d'être stressé. Donc, je vais avoir des indices sur à quel point je suis à l'aise avec mon propre discours, à quel point je me suis préparée à la conversation, à quel point j'ai géré mon émotion avant d'adresser ce que j'ai à adresser, à quel point je me suis guérie de mes blessures, de mes blocages avant d'adresser un sujet de conversation plus délicat. Donc, mon corps va me donner des informations extrêmement utiles, dans la mesure, évidemment, où je suis à l'écoute. Et pour être à l'écoute, il faut savoir quoi observer. Parce que depuis les années 70, il y a beaucoup de mythes qui circulent sur le langage corporel et qui nous induisent en erreur. À un moment donné, dans les années 70, justement, il y a un psychologue qui est allé dire « Si votre interlocuteur se gratte le nez, c'est un signe de mensonge. » Oui, on l'entend souvent, ça. Et c'est faux dans 95% des cas. Ah oui? Ouais. Parce que des démangeaisons du nez, pour ceux qui vont revoir l'entrevue sur YouTube, on peut se gratter sur le côté gauche du nez, donc dans le pli du nez. On peut gratter le pli à droite. On peut gratter l'arête du nez à gauche, en avant, à droite. On peut gratter plus proche de l'œil. On peut gratter la narine gauche, la narine droite. On peut gratter la petite ligne entre les deux narines. Donc, ce sont toutes des démangeaisons différentes qui ne sont pas associées au même état émotionnel. Donc, avant d'imaginer la bonne démangeaison qui se retrouve davantage dans des signes de mensonge, bonne chance. Donc, Oui, parce que là, pour le nez, ça fait une possibilité de dizaines presque de significations. Exact. Puis si je fais la démangeaison, par exemple, du côté gauche, la logique veut que je prenne ma main gauche. Mais si je prends ma main droite, on ne l'interprète pas de la même façon. Parce que là, ma main droite
vient faire un bouclier devant moi. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant la démangeaison que le bouclier. Et les démangeaisons, comme le reste des signes d'ailleurs, à gauche et à droite, n'ont pas la même signification. Parce qu'on se rappelle que notre cortical gauche pilote la partie droite du corps. Notre cortical droit pilote la partie gauche du corps. En neurosciences, on va dire que les nerfs décussent, donc ils croisent. Évidemment, mon cortical gauche n'a pas les mêmes fonctions cérébrales que mon cortical droit. Dans le cortical gauche, j'ai tout ce qui est lié au langage, donc l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, qui sont le langage entendu et le langage parlé. Je n'ai pas ces aires-là dans le côté droit de mon cortical. Dans le côté droit du cortical, on est plus dans la visualisation, dans l'imaginaire, dans la position géospatiale. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et inévitablement, dans le cortical droit, il y a ma sensation d'être moi, la position de mon corps, entre autres. Ce qui fait que quand je me gratte à gauche ou j'ai des gestes à gauche, c'est davantage lié à moi. Alors que quand je me gratte à droite ou que j'ai des gestes à droite, c'est lié soit aux autres ou au futur, quand on a appris à écrire de gauche à droite. Donc, inévitablement, la façon d'interpréter les gestes à gauche et les gestes à droite n'est pas la même parce qu'en haut, ce n'est pas le même pilote qui est aux commandes. C'est sûr que les deux pilotes se parlent, cortical gauche et cortical droit, ils se parlent, mais ce sont deux pilotes distincts. Ce qui fait que, par exemple, quand je discute avec mon conjoint d'une rencontre que j'ai eue avec un client, inévitablement, au bout de quelques instants, je vais facilement démontrer si je suis à l'aise avec le client ou si je ne le suis pas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est mon inconscient qui me transmet l'information. Parce que des fois, je peux être enthousiaste d'une rencontre que j'ai eue avec un client, avec un fournisseur, avec un vendeur, avec un partenaire d'affaires, mais mon inconscient, lui, peut avoir enregistré d'autres informations. Et mon inconscient, lui, à ce moment-là, il va essayer de communiquer avec mon conscient et sa façon de le faire, c'est par le corps. Et il va témoigner, entre autres, en ayant des démangeaisons pour me dire qu'il a un stress qui n'a pas été verbalisé. Et là, c'est intéressant de regarder où est-ce que ça me pique et qu'est-ce que j'étais en train de dire dans les 10 secondes avant. De quoi je parlais. Parce que là, je vais pouvoir voir qu'il y a un malaise. Et là, je peux prendre le temps d'analyser la situation pour être en mesure de voir ce qui me dérange. À qui, par exemple, mon client me fait penser? À quel autre client me fait-il penser? À quel ex me fait-il penser? À quel parent me fait-il penser? Quelle est l'association neurologique que mon cerveau a fait pour que l'inconscient lève un drapeau rouge puis dise « Hey, warning! Lui, là, il nous rappelle quelqu'un qu'on n'a pas aimé. Ça serait le fun de s'en souvenir. » Donc, mon inconscient parle à travers mon corps. Quand tu dis inconscient, c'est la manifestation de l'intuition aussi. Oui. Notre intuition pousse et puis on a tendance à la mettre de côté. On l'entend pas nécessairement. Donc, ça veut nous donner des messages. Tout ce que tu viens de décrire peut se manifester par l'intuition. Exactement. Puis c'est d'ailleurs ça, quand on regarde avec des gens qui ont vécu une relation toxique, quand on revient en arrière, au premier moment, là, à la première rencontre, généralement, les gens ont eu des feelings, ils ont eu une intuition et ils ne l'ont pas écoutée. Ben, on entend ça souvent, j'aurais donc dû m'écouter. Je l'ai senti, mais c'est ça. Finalement, on n'écoute pas assez. Écoute, je vais te raconter une anecdote. Il y a plusieurs années, je suis dans une activité de réseautage. C'est un groupe de réseautage. On me demande d'être présente. Je connais pas particulièrement le groupe, mais j'y vais. Et j'y vais, je suis présente avec mon conjoint et mes enfants. Et à un moment donné, un des responsables arrive, puis il est assez grand. Il est beaucoup plus grand que moi. Il doit faire, je te dirais, peut-être 6 pieds 1, 6 pieds 2. Moi, je fais 5 et 6. Il arrive devant moi et très rapidement, il entre dans ma bulle personnelle. Donc, il est à peu près, je te dirais, à 40 cm de mon corps. Il est grand. Je suis plus petite que lui. On est dans une activité de réseautage. C'est la première fois que je lui parle. Donc, 40 cm, c'est vraiment dans ma bulle personnelle. Ouais. Il me serre la main et au moment de me serrer la main, il garde ma main dans la sienne et il dépose sa deuxième main sur mon poignet.
Quand les gens sont vraiment contents de vous voir, là, ils vont mettre la main sur la main. Ils vont mettre la main sur l'avant-bras parce qu'ils sont contents de vous voir. Mais quand ils veulent faire une prise de contrôle, ils vont viser inconsciemment une articulation. Le poignet, le coude, l'épaule. Lui, il est allé directement sur le poignet, ce qui fait que je ne peux plus bouger mon poignet. Ma main reste donc rigide, prisonnière de sa propre main. Moi, je fais du karaté depuis 38 ans. Mon corps a réagi instinctivement. Tout de suite, j'ai élargi la position de mes pieds à la largeur de mes hanches. J'ai avancé davantage le pied gauche. J'ai fermé le poing gauche. Le réflexe de la karatéka est embarqué tout de suite. J'ai relevé le menton, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me préparais psychologiquement à un combat. Et pourtant, j'en étais pas consciente. Mais mon conjoint l'a remarqué et mon fils, qui était pourtant jeune à l'époque, l'a vu tout de suite à un point tel où il s'est dépêché de venir se coller sur moi et de me demander « Est-ce que ça va, maman? » Et c'est parce qu'il m'a dit « Est-ce que ça va, maman? » que j'ai réalisé que mon poing gauche était bien fermé, que ma bouche était fermée et que j'avais adopté une position de combat. Et là, j'ai automatiquement dit à mon interlocuteur « Je vais récupérer ma main. » Et là, il s'est mis à rire en disant « Ah ben oui, hein, je la tenais depuis longtemps. » Et là, mon conjoint a vu mon regard, un regard qui n'était pas du tout chaleureux et bienveillant, un regard qui était au contraire très, très, très soutenant. Et mon conjoint est venu se positionner tout de suite à côté de moi, lui aussi. Ce qui fait qu'on était trois à faire front avec la personne devant nous. Il s'est avéré par la suite que c'était un arnaqueur. Donc, sa façon de C'est ce que j'allais te demander, ça, où ça s'en allait exactement, parce que là, les signes sont là. Mais est-ce que c'est vraiment un signe d'alarme? Parce qu'on peut tomber vite dans le jugement. Moi, je me faisais accuser de ça, parce que j'ai étudié la synergologie, et à un moment donné, ce que ça a provoqué dans mon entourage, c'est que, étant donné que j'étais alerte aux signes, on me disait « Ah, toi, tu juges tout le monde. » Et tu vas remarquer que les gens qui osent porter ce genre d'accusation, ce sont les gens qui eux-mêmes jugent le plus souvent. On réagit toujours plus fort quand on sait qu'on est dans le tort. Oui. Donc, les gens qui se sentent attaqués, si tu écoutes bien leur discours, tu vas te rendre compte que très rapidement, ils sont dans le jugement des autres. Belle Alors que observation. quand on est authentique, ça va merveilleusement bien. Mon conjoint, lui, était habitué, avait vécu avec une conjointe qui était jalouse. Alors, il était habitué de dire toujours, je m'en vais rencontrer un client, même si c'était une cliente. Alors qu'avec moi, ben, il n'y en a pas de problème. Je le vois dans sa face quand c'est une cliente. Sa façon de parler n'est pas la même. S'il y a du désir pour une femme qui passe, je vais le voir tout de suite, mais je sais que c'est humain. C'est pas quelque chose qu'il fait consciemment. Il veut pas aller coucher avec l'autre personne. C'est un réflexe humain. Je le sais. On a encore mon chat qui vient nous rendre visite. Oui, Donc, pour lui, au contraire, ça rendait la conversation beaucoup plus simple. Je ne porte pas de jugement. Je suis pas jalouse. Je sais que c'est normal ce qui se passe. Alors lui, il vivait avec ses propres expériences du passé. Ça me fait penser aussi à quelqu'un de mon entourage qui voulait faire une petite sieste d'après-midi, mais dans sa relation précédente, il se faisait accuser d'être un paresseux. Il n'avait pas le droit d'aller se reposer. Donc, automatiquement, quand il voulait aller faire sa sieste, il se sentait coupable. Et voilà. Alors que là, quand on est avec quelqu'un qui lit le langage corporel de façon adéquate, donc de façon formée, pas basée sur son opinion, sur ce qu'il a lu dans une revue, sur ce qu'il pense, là, mais vraiment quelqu'un qui est formé, au contraire, c'est libérateur. Tellement que quand moi-même je parle avec mon conjoint, je lui ai montré plein d'éléments, et quand moi-même je lui parle, des fois il va me dire « Hey, je vois ton œil qui est beaucoup plus ouvert du côté gauche, puis ton sourcil est monté. » OK. Il y a des fois où il va me dire « Hey, ton sourcil droit est monté d'un coup. » Je suis capable de monter mon sourcil gauche seul, mais je suis totalement incapable de monter mon sourcil droit. C'est ce qu'on appelle un muscle involontaire. Et dans le visage, on en a plusieurs. Les muscles involontaires, c'est des muscles qu'on ne peut pas mouvoir volontairement. Il faut qu'on ressente une vraie émotion pour que le muscle ait une réaction instantanée. Mais ça, je ne peux pas le contrôler. C'est pour ça que quand les gens me disent « Ah ben, si tu lis le non-verbal, tu dois pouvoir contrôler le tien. » C'est impossible.
C'est impossible pour moi de contrôler 1700 gestes en même temps. C'est impossible pour moi de contrôler les muscles involontaires. Il faut que je change mon état émotionnel pour ça. Mhm. Donc, je ne peux pas modifier ça. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a un bon acteur, mais un bon acteur, pour être capable de jouer une scène, souvent, il faut qu'il se remémore un moment où il a vécu un état émotionnel similaire. Parce que là, l'émotion va être vraiment là, les réactions vont être vraies, et c'est ce qui va faire que l'on va croire en cet acteur-là. Ça va être un bon acteur. Mais Exact. Annabelle, est-ce que les muscles involontaires donnent des messages aussi? Oui, énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut reconnaître facilement si la personne fait un vrai sourire ou un sourire forcé. Parce que dans un vrai sourire, on va avoir le muscle qui est autour de l'œil, qui est rond d'ailleurs. Ce muscle-là va se contracter et ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir les yeux beaucoup plus petits, comme si on avait les yeux bridés, et l'espace entre les deux paupières, qu'on appelle la fente palpébrale, va être réduite. Et on va avoir les petites pattes de doigts qui vont apparaître au coin des yeux. Fait que ceux qui mettent du botox, c'est pas une bonne idée. Les pattes de doigts, au contraire, ça veut dire que vous souriez. Et on va avoir un muscle qui est juste ici, donc en haut de la joue en diagonale, qu'on appelle le grand zygomatique. Lui, il va se contracter, ce qui donne une commissure des lèvres. Donc, les coins des lèvres vont remonter vers le haut quand on fait un vrai sourire. Quand je me force pour faire un sourire, ça fait un sourire étiré. C'est le muscle qui, au contraire, étire de façon horizontale et non pas en remontant. Fait que mon faux sourire donne un sourire étiré sur le côté, alors qu'un vrai sourire, le coin des lèvres est remontant. Ça me permet de voir rapidement si quelqu'un devant moi a un vrai sourire ou un vrai rire ou un sourire inventé de toutes pièces. Donc, les muscles involontaires me permettent de savoir si l'émotion que l'autre exprime, elle est réelle ou elle est feinte. Ce qui peut être très utile quand on est, par exemple, dans une nouvelle relation amoureuse, quand on est avec une nouvelle personne au lit, est-ce que le désir, il est réel? Est-ce que l'envie est réelle? Est-ce que l'intérêt est réel? Est-ce que l'orgasme est réel? Parce que là, on a énormément d'informations que le corps ne peut pas simuler. Mhm. Mais dis-moi, Annabelle, quand on comprend tout ça, quand on s'y intéresse, qu'on met ça en pratique, on fait quoi avec les gens qui nient nos observations? Tu sais, quand quelqu'un, ça paraît là, qu'il n'est pas heureux, ça paraît qu'il n'est pas vrai, puis qu'on il dit, ben voyons, t'es-tu sûr que t'es heureux d'être ici? Oui, oui. Puis on le sent. Est-ce qu'on s'en va puis on respecte le fait que, bon, il veut nous contredire, il veut pas qu'on le démasque, dans le fond, parce que c'est en quelque sorte de démasquer quelqu'un. Oui, mais souvent, les gens veulent pas entrer dans un sujet parce qu'ils ont peur de leur propre vulnérabilité. Ah. Quelqu'un qui sait qu'il va pas bien ou qui a eu une dispute, par exemple, avec sa conjointe ou son conjoint la veille et qui a peur d'une séparation éventuelle, il voudra pas aller dans ce sujet-là. Par contre, on peut s'assurer d'utiliser ce qu'on appelle des questions intelligentes, des questions calibrées pour aider cette personne-là à cheminer. Et ça va faire l'objet d'une autre chronique parce que je t'ai fait toute une chronique exactement sur le pouvoir du questionnement intelligent. Parce que le cerveau ne peut pas arrêter une question. C'est pour ça que quand on se dit pourquoi ça m'arrive toujours à moi, pourquoi je me suis encore fait avoir, le cerveau va trouver plein de réponses négatives et va nous entraîner dans des pensées négatives et dans des ruminations. Parce que le cerveau peut pas arrêter une question. Donc, dans les cas où les gens ne sont pas capables de s'ouvrir, on va utiliser certaines questions ouvertes, intelligentes et calibrées pour leur offrir une porte de sortie honorable et leur offrir un terreau fertile à l'authenticité. Ça se peut qu'ils acceptent de s'ouvrir à ce moment-là, puis ça se peut que ça soit plus tard. Mais l'idée, c'est simplement de les mettre dans un climat de confiance où ils savent qu'ils peuvent se confier en toute sécurité. Mais il faut bien choisir les questions parce que si on est dans des questions, par exemple, qui commencent par « pourquoi », c'est sûr que l'autre personne va se mettre sur la défensive. Et là, elle ne voudra pas parler. Mais évidemment, si moi, j'observe, par exemple, que j'ai quelqu'un dans une activité de réseautage dont le non-verbal est beaucoup plus fermé, qui est plus en protection, et que je lui demande comment ça va et que la personne me dit que ça va bien, je sais qu'à ce moment-là, il y a une protection qui vient de se mettre en place. La personne n'ose pas parler. Et là, je peux, à ce moment-là, utiliser des questions calibrées pour lui permettre simplement de se détendre et tranquillement l'amener à me dire ce qui va pas bien. Et c'est le non-verbal qui va me dire si la personne réagit bien ou pas à mes questions calibrées.
Puis il y a des fois où je vais attendre 10 minutes avant de reposer une autre question, puis je vais m'arranger pour parler d'un sujet qui est facile, pour qu'entre-temps, la personne se détende. Mais je vais continuellement observer le langage corporel. Donc, si par exemple, la personne, elle demeure face à moi, les pieds sont face à moi, les hanches sont face à moi, les épaules sont face à moi, on est encore dans « je suis prêt à échanger ». Mais si je pose des questions et que tout d'un coup, les pieds changent d'orientation et s'orientent davantage vers la porte ou vers une autre personne que mon interlocuteur connaît, je sais que je suis mieux d'arrêter de poser les questions parce que la personne est sur le point de partir. Donc, son non-verbal me permet de savoir si oui ou non, je peux oser une question supplémentaire ou pas. Évidemment, il faut que je regarde mon propre non-verbal. Si dans mon non-verbal, je suis assise, j'ai les jambes croisées, les bras croisés, la main devant la bouche, la personne se sent analysée, c'est sûr qu'elle ne se confiera pas. Mon non-verbal vient d'interférer dans notre communication et à ce moment-là, la personne ne se sentira pas en confiance. Elle se sent au contraire observée, voire jugée. Donc, mon non-verbal est extrêmement important. Quand on croise les bras, Annabelle, moi, je fais beaucoup de conférences en tant que gérant d'artistes. Je vois certaines personnes se croiser les bras. Est-ce que c'est vrai que c'est un signe de fermeture, de « hop, je t'écoute pas » ou bien « ça m'intéresse pas ». Dans 5 à 10 des cas, oui. Le reste, non. Je te donne un contexte. Si, par exemple, dans la salle de conférence, il fait froid parce que l'air climatisé est dans le tapis, les gens vont croiser les bras pour se réchauffer. Si les gens ont un problème à une épaule puis qu'ils sont pas bien avec le bras qui est pendant, ils vont croiser les bras parce que ça donne un soutien à l'épaule. Si les gens reçoivent beaucoup d'informations et que ça fait énormément de matière à intégrer, ils vont croiser les bras pour mieux écouter, pour emmagasiner l'information. S'ils sont en train de parler avec quelqu'un qui est très émotif, mais qui veulent l'écouter quand même, ils vont croiser les bras pour bloquer la charge émotionnelle, mais ils demeurent attentifs et à l'écoute face à l'autre personne. Donc, il y a plein d'éléments où on croise les bras et ce n'est pas un signe de fermeture, au contraire. Moi, je me souviens d'un de mes amis qui avait une bédaine. Donc, il croisait les bras puis il s'accotait sur son ventre. Il était confortable comme ça. Donc, il y a plein de moments où on croise les bras et ce n'est pas un signe de fermeture. Ça fait partie d'ailleurs des mythes qui sont les plus répandus avec la démangeaison du nez pour le mensonge. C'est très intéressant parce que on est faussé par ces gestes-là quand on les connaît pas en profondeur. Moi, j'invite les gens à se procurer le livre Je lis en vous, savez-vous lire en moi d'Annabelle Boyer. C'est très complet. Il y a même des images en couleur dans ce livre-là pour nous donner des exemples. Donc, c'est extraordinaire. Je pense que c'est un bon début pour s'auto-analyser et par la suite aussi analyser les autres pour mieux interagir entre nous. Ça fait moins de malentendus et puis plus de compréhension aussi. C'était vraiment une chronique très, très, très instructive, Annabelle. J'ai très, très hâte à la prochaine chronique. On a également de très bons commentaires. Continuez de nous écrire sur les réseaux sociaux à propos de la chronique d'Annabelle. Ça nous fait bien plaisir. J'ai une dernière question à propos de ce thème de chronique, à moins que j'ouvre le sujet d'une prochaine chronique. Parce que je veux savoir si ce qu'on dit fait partie du langage corporel ou ça, c'est d'autres analyses. Je te donne un exemple. Si je dis à quelqu'un, écoute là, je commence toujours par écoute. Est-ce que c'est une façon de s'exprimer? Est-ce que c'est du langage corporel ou c'est autre chose? En fait, dans le langage corporel, on a évidemment la partie du corps, mais on a aussi le ton, le timbre et l'intonation. Donc, le ton sur lequel tu dis « écoute » là, ça fait partie de l'analyse du langage corporel. Le mot comme tel, là, on rentre dans l'aspect vraiment communication, mais là, on rentre dans ce qu'on appelle le VACOG. Donc, est-ce que les gens ont une prédominance visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive ou gustative? Et quand on est avec une prédominance visuelle, nos phrases vont davantage commencer par « regarde, je vais te l'expliquer ». Alors que quand on est à prédominance auditive, on va justement dire « écoute là, je vais te le dire ». Donc, le vocabulaire, il est en fonction de ma prédominance. Donc, par quel moyen, moi, je reçois et je traite d'abord les informations et quel est le moyen pour mieux me rejoindre. Et ça, c'est super intéressant, entre autres, quand on va faire une séance d'hypnose. Moi, on m'a toujours dit que j'étais d'abord et avant tout visuel.
Et quand les gens essayaient de me faire une séance d'hypnose en commençant par ce que je devais voir, ça ne fonctionnait jamais. Parce que ma base, elle est kinesthésique. Quand j'ai, par exemple, Sensei Katsumata au karaté qui nous montre un mouvement qui est plus compliqué, il faut pas juste que je le regarde. Il faut que je me mette à côté de lui et que je refasse le mouvement en même temps que lui. Ma base, elle est kinesthésique. Donc, en hypnose, si mon coach commence par des éléments de position du corps, de sensation du corps, j'arrive à entrer en hypnose beaucoup plus facilement. Et donc, quand je connais le mode de communication de mon interlocuteur, je peux à ce moment-là adapter le choix de mes mots en fonction de la prévalence de mon interlocuteur. Et ça, on va faire une chronique complète sur l'impact des mots, parce qu'il y a des mots en plus qu'on sait aujourd'hui en neurosciences qu'il y a des mots qui déclenchent l'amygdale au centre du cerveau et qui nous mettent dans un sentiment d'urgence ou de danger. Et il y a des mots qui, au contraire, nous apaisent. Donc, le choix de nos mots va faire en sorte que l'autre personne continue de nous écouter ou au contraire nous coupe la parole pour nous parler de ses résistances. Donc, le choix des mots, il est extrêmement important. Fait que oui, on va en parler dans une autre chronique. C'est vraiment fascinant. Vous pouvez suivre Annabelle Boyer sur tous les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Il y a plusieurs vidéos, alors je vous invite à aller visionner ça. Et si vous voulez la consulter ou en savoir plus sur ce qu'elle vous offre comme service, vous pouvez aller sur son site annabelle-boyer.com. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine, Annabelle. Je te souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup.